Paul del Perugia, Les derniers rois mages, chez les Tutsis du Rwanda, chronique d'un royaume oublié. Chapitre 2. Les trois races. Les Hamites ne réussirent à implanter leur civilisation au cœur de l'Afrique qu'après d'immenses efforts et concessions. Elle était certes aux antipodes de nos théories du bon sauvage et des rêves des philosophes du XVIIIe siècle. Comme dans nos civilisations, elle mélange au ciment de ses constructions le sang, la violence, l'inégalité sociale, l'égoïsme forcené qui dévore les possédants. Après avoir circulé dans les collines, écouté les ultimes survivants et les derniers mages, il ne peut être question d'exalter une civilisation détruite, mais d'admirer comment des hommes démunis de richesses économiques, ignorant tout de l'existence de l'Occident, parvinrent à se créer, à l'écart, un univers complet fondé sur le culte du taureau et à le dépasser. Au-delà de la pauvreté des terres, ils rassasièrent les besoins essentiels du cœur humain. Sous le sceptre houlette vécurent honnêtement 25 générations d'hommes libres et inconciliables. Ce qui frappe, c'est d'abord un insoluble problème de coexistence humaine. Dans l'étroit nid d'aigle, trois races campent, caractérisées au premier regard par des dissemblances étonnantes. Le pygmée myrmidon mesure 1,50 m, le bantou 1,67 m, et le hamite dépasse parfois 2 mètres de haut. Les différences de mentalité entre chaque groupe apparaissent plus irréductibles que les tailles. L'habitat, les mœurs, la spécialisation des productions s'inscrivent sur des cartes distinctes. Quant à l'importance numérique, elle donne une écrasante majorité aux Bantous. En régime démocratique, eux seuls détiennent le moyen de triompher, puisque le nombre leur appartient de façon massive. Ces paysans représentent environ 83% de la population. Les pasteurs hamites formaient avant les massacres une minorité solidement organisée de 16%, tandis que les chasseurs pygmoïdes n'atteignent que 1%. Chacun a marqué de ses qualités propres l'œuvre de la monarchie, qui sut, malgré ses disparités raciales, réaliser l'unité du haut plateau. Le pygmée, l'homme à l'arc, représente naturellement le Rwandais le plus ancien, le véritable autochtone. S'il y eut jamais quelque part de premier occupant et si l'on croit à ce critère, ces parchemins remontent au Paléolithique. Par la singularité de leur taille, les myrmidons intriguaient les Égyptiens et les Grecs de l'Antiquité. Dans son Histoire des animaux, Aristote notait: les Grecs vont jusqu'au lac en amont de l'Égypte où le Nil prend sa source. Là habitent les Pygmées. Ce n'est pas une fable, mais la vérité pure. Hommes et chevaux y sont, à ce qu'on raconte, de toute petite taille et demeurent dans des cavernes. Au sein de la forêt, ils représentent aujourd'hui les premiers possesseurs du pays, avant que les envahisseurs bantous n'en eussent fait des asociaux. Aucun racisme n'est plus haïssable que celui des Bantous qui, les ayant dépossédés par la violence, se justifièrent en transformant les vaincus en parias méprisables. Aux grandes époques mal éclairées du passé africain, la pression des populations noires, pygmées compris, pesa lourdement sur les frontières méridionales de l'Égypte sacrée. Pour sauvegarder la pureté de leur empire contre la marée noire, les pharaons dressèrent des barrières protégeant leur ethnie. Comment ne pas admirer la courtoisie qui réglait les rapports internationaux? 2000 ans avant Jésus-Christ, une table fut gravée, face au monde noir, sur la deuxième cataracte du Nil. Elle portait ce texte: frontière méridionale établie en l'an 8, sous sa majesté, le roi de la Haute et Basse Égypte, Sésostris III, qui vit toujours, afin d'empêcher qu'aucun noir ne la franchisse, soit par eau, soit par terre, soit avec un de leurs bateaux, soit avec un de leurs troupeaux, exception faite pour un noir qui viendrait faire du commerce à Iken ou en qualité de chargé de mission. Il faut agir correctement avec eux, mais ne jamais permettre qu'un bateau des Noirs passe par M en descendant le fleuve. Et cela pour toujours. Malgré cette interdiction, la frontière n'était pas hermétique aux insaisissables pygmées. En traversant aujourd'hui la grande forêt de la crête Congo-Nil, il arrive d'en rencontrer, se hâtant lestement sur les bas-côtés de la route. Ce sont des petits hommes, aux traits lourds et grossiers, mais étonnamment expressifs. Leur musculature saillante, disproportionnée à leur squelette puéril, en fait des marcheurs infatigables, allant plusieurs semaines, luisant de sueur, et se nourrissant de rien. Ceux qui se terrent dans les ténèbres de la forêt y trouvent leur subsistance et parfois de l'or. Ils se nourrissent de la chasse, de la cueillette et du miel sauvage,
et se vêtent, encore aujourd'hui, de pagnes de ficus tissés. Leurs pauvres villages paléolithiques se cachent à l'écart des chemins, dans des clairières, près des couverts épais. Impitoyablement traqués par les colonisateurs bantous et regardés par eux comme des intouchables, ils défendent farouchement les pauvres acquisitions de leur civilisation. Au cours de tant de millénaires, ils ont cru apercevoir comme nous des rapports entre la destinée de l'homme et l'immense décor qui nous entoure. Ils demeurent inébranlablement fidèles à ces lois découvertes et expérimentées par les sages de leur race. Ils n'éprouvent nul besoin de les changer contre une autre conception du monde, parce qu'elles définissent le drame de l'existence tel qu'ils la vivent. Pour les atteindre, il faudrait aller au cœur du secret qu'ils ont découvert. Notre vérité sur le monde n'est pas la leur. Aussi, même de nos jours, leur coefficient de scolarisation demeure nul. On en rencontre peu dans les universités. Là encore, l'attitude craintive des pygmoïdes de la grande forêt n'est qu'une trompeuse apparence. À peine entrevus, ils s'enfoncent bien comme des ombres dans les taillis, afin d'éviter tout contact avec un étranger. Mais lorsqu'ils en sortent pour parcourir le monde, ces petits êtres apparaissent doués d'une rare vertu d'insolence et d'une bravoure qui, de toute antiquité, les rendit fameux. Lorsqu'ils quittent les montagnes de la Lune, ils courent hardiment au-devant des aventures les plus romanesques. Malgré leur petitesse et leur laideur, ils s'illustrèrent naguère dans de brillantes carrières. Ces débris de la préhistoire entretinrent des rapports secrets et vécurent en mystérieuse symbiose avec les pharaons et les grands seigneurs africains de toutes les époques. Les sarcophages du Caire les montrent, en dépit de la stèle de Sésostris III, introduits à la cour et amusant l'élite égyptienne par leur faconde et leur talent de mime. Loin de leur Rwanda et dans les forêts refuges, ces homoncules servaient de bouffons, invectivaient les ministres avec effronterie, décochaient le propos méchant et le lazzi féroce qui déclenche le rire des courtisans. À ce jeu, ils gagnaient de parler d'égal à égal avec les princes. Tels qu'ils étaient au temps des pharaons, tels ils demeurent aujourd'hui, ne se sentant liés envers quiconque par aucun sentiment de respect. À ce don d'insolence, vertu aujourd'hui sans emploi, ils joignent un génie incomparable de mime et de créateur de rythme. Rien n'est plus fascinant que de les voir mimer la vie d'un animal sauvage. Sous leurs arbres, munis d'arcs, de petites javelines et d'armes de faible jet, ils se tapisent des heures entières dans l'ombre des lianes pour observer magiquement les bêtes à chasser. Le soleil des tropiques, trouant les frondaisons très denses, répand une lumière d'aquarium dans leur sous-bois méphitique. Leur œil s'y montre aussi neuf pour saisir le frémissement vital que celui des peintures rupestres dont ils demeurent contemporains exacts. Leur regard se laisse envahir par la nature du félin, qui, peu à peu, vient se tapir en eux. Lorsqu'ils sont dépossédés de leur personnalité, ils rendent exactement la manière précautionneuse et puissante de s'avancer, le jeu coulé des épaules, les arrêts attentifs, les attitudes réceptives et les terribles détentes de l'animal qui les habite. Leur présence mystérieuse n'est pas un jeu, mais un piège. Par elle, il s'agit de s'approprier les animaux les plus retors et les plus puissamment musclés de la création. Le plus malingre des pygmées possède le privilège de traduire par le geste et l'attitude la personnalité non seulement des fauves, mais des hommes qu'ils rencontrent. Ils s'assimilent d'abord le gibier par le regard, soumis à la grande règle de passivité intérieure. C'est par l'iris que le monstre pénètre en eux. Puis ils le reproduisent à l'extérieur, après se l'être approprié. La réussite tient du prodige. Lorsque sur un de nos théâtres nous voyons paraître un mime, l'aptitude de son corps à atteindre aux sentiments et surtout aux idées nous émeut. Il dévoile les affinités innées de notre corps avec le monde immatériel qu'il suggère. Au sens magique du terme, il nous charme, ou même nous fascine. Les pygmées du néolithique vont bien au-delà de cet art mondain. Leurs corps silencieux parviennent à envoûter l'animal dont ils ont besoin pour se nourrir. De leur attitude rayonne une puissance si irrésistible que la bête attirée s'avance et se couche à leurs pieds. Les pygmées de la forêt rwandaise possèdent le secret d'exploiter le rayonnement invisible du visage humain qui, dans le paradis terrestre, éblouissait les animaux. Nous verrons bientôt comment ces astucieux myrmidons détournèrent la fonction essentielle du mime pour en faire un délice esthétique et mettre innocemment à leurs pieds non plus des bêtes sauvages, mais les rois et les grands du monde. Des multiples documents les montrent, à la cour des pharaons, comme danseurs ou maîtres de ballet. Jusqu'à ces derniers lustres, ils demeurèrent les créateurs éblouissants des célèbres ballets royaux du Rwanda.
Sous peine de sombrer dans le ridicule, leur petite taille et leur hideur leur interdisaient d'interpréter eux-mêmes les thèmes aristocratiques ou héroïques qu'ils inventaient. Leur handicap physique les rendait semblables à Cyrano dans la scène du balcon. Ils concevaient bien le ballet, ils créaient l'œuvre d'art, mais devaient en confier l'expression à de mieux doués corporellement. La fortune voulut qu'ils rencontrent au Rwanda la race la plus fantastiquement douée pour la danse, les Hamites. Leur génie créateur les amena à diriger les corps de danse, recrutés parmi les pages de la noblesse pastorale. Des hommes minuscules parvinrent ainsi à faire danser sur leurs rêves les fils des géants Hamites. Ces représentants du Paléolithique entretinrent pendant des millénaires des rapports privilégiés avec les grands. De nains de cour et de bouffons, ils devinrent danseurs puis chorégraphes. Leur intuition de cruauté raffinée et leur sens de la vivisection acrobatique les firent souvent désigner comme bourreaux. Pour leur bravoure, ils furent choisis comme gardes du corps et soldats palatins. Certains pygmées, servant les desseins unitaires de la monarchie, contractèrent des alliances matrimoniales avec des familles du plus haut lignage et jusqu'à celle du roi. Peu avant la révolution de 1961, on les vit marcher contre les troupes européennes qui, pour les faire reculer, les bombardaient de grenades lacrymogènes. Lorsque le rideau de fumée s'écartait, ils apparaissaient debout, leurs petits arcs à la main, comme si une brume frivole venait de passer sur eux. Dévoués corps et âme au roi Hamite, ils lui obéissaient avec une déconcertante fidélité. Aucune considération morale ne les embarrassait pour le défendre tant qu'il demeurait au pouvoir. Mais s'il venait à tomber, au cours d'un combat ou d'une conspiration, ils le couvraient d'insultes et passaient sur l'heure au service du vainqueur. Ils ne respectaient que la vie s'affirmant par le succès. Leur règle est de demeurer, à quelque prix que ce soit, près du pouvoir. Tant de courage allié à tant de traîtrise font de ces petits êtres un monde incompréhensible d'intelligence, de bassesse et de bravoure. Ceux qui demeurent aujourd'hui fidèles à la forêt, où ils furent parqués par les Bantous, ne peuvent compter que sur leur audace pour y survivre. Eux seuls possèdent le privilège exclusif de manger la chair des immenses éléphants. Il est curieux de les accompagner lorsqu'ils pistent ce réservoir de viande, seul capable de desserrer l'étreinte de la famine sur leur village. Les réflexes des pachydermes leur sont si connus qu'ils prévoient infailliblement leur marche, leur réaction, leur attitude au long d'un cheminement harassant de plusieurs nuits. Lorsque vient le moment de la mise à mort, ils les assaillent de toutes parts, froidement, violemment, avec une précision chirurgicale. L'animal, somnambulisé par la marche, s'arrête de loin en loin au milieu de hautes cultures ou des arbres. Vient l'instant décisif où un parti peu nombreux se jette sur le monstre ensommeillé et le blesse à l'aide de courtes javelines, tandis que le gros des chasseurs l'arrête sur un mur de lance calé contre leurs pieds. En dépit du danger, pas un de ces nains ne redoute l'animal dont les ruses et les ressources lui sont connues depuis des siècles. L'âme des éléphants leur appartient. De même qu'ils font danser sur leurs rêves les géants Hamites, de même ils possèdent si totalement l'âme des pachydermes de la grande forêt qu'ils prédéterminent leur mort. Un humanisme récent a fait verser les larmes sur la mort des éléphants. Dans les impitoyables forêts de la crête Congo-Nil, où il fait nuit en plein jour, où les miasmes de la pourriture végétale, les insectes fulgurants, les lianes inextricables entravent l'effort des hommes, les tonnes de viande fraîche d'une chasse réussie sont seules capables de stopper les famines des villages néolithiques. Après un long jeûne, nourri de plantes de sous-bois, privé de chlorophylle, l'organisme pâtit de carences mortelles. Ce sont elles qui imposent un effarant balai dans le dépaissement de l'éléphant abattu et ouvert au ventre par de hautes tranchées dégoûtantes de sang. Les petits hommes s'y engouffrent en arrachant, dans un ordre instinctif, les éléments qui leur font le plus cruellement défaut. Ils s'ordonnent chronologiquement autour de deux couleurs, le rouge et le vert. Parce qu'il manque de fer, hommes, femmes et enfants se saoulent immédiatement de sang, de sorte que les petits visages noirs ressortent du ventre masqué de vermillon. Ils retournent ensuite, pour les diastases et certaines sécrétions, et s'attaquent à l'estomac et au ventre. Du rouge, les masques frénétiques virent au vert au contact du magma d'herbes prédigérées. La succession de ces couleurs ignobles n'intervient pas sans raison. La consommation des chairs âcres et fumantes obéit à un plan qui supprime par priorité les carences plongeant les pygmées dans des états de fatigue incoercibles. Comme à l'intérieur d'une pyramide,
tranchées et couloirs se multiplient bientôt dans le corps du pachyderme. Elles conduisent au sang, au foie, aux lymphes et aux sucs essentiels, et ramènent au jour des humains bariolés de couleurs effarantes et ivres. À mesure que les villages descendent en hurlant des collines, la carcasse s'éclaircit à vue d'œil. Bientôt, hommes et femmes chantent et dansent au son des tambours, tandis que d'autres, alourdis par une formidable digestion, gorgés de sang, de viscères et de glandes endocrines, les regardent avec hébétude. La fonte d'un éléphant dans la clairière n'inspire aucune rêverie métaphysique sur les malheurs de l'animal. Il faut choisir entre deux racismes, la mort des éléphants ou celle des pygmées. Mais l'orgie de ces chairs rouges est ressentie comme une joie triste par le spectateur, effrayé de voir ressurgir un aspect élémentaire de notre visage. Bien observé ici, il n'est nullement inconnu dans nos cités. Seule la forme de l'hubris humaine change. Une débauche de viande ne marque toutefois qu'un desserrement passager de la famine qui tient la forêt dans ses griffes. La chair de l'éléphant fait le fond des rêves des villages pygmées. Son ventre est un paradis. D'autres chasses, beaucoup moins dramatiques, procurent la venaison des antilopes. Les myrmidons les lèvent à l'aide de chiens muets qui n'appartiennent qu'à eux et dont ils ont créé la race étrange. Afin de conduire en silence l'approche du gibier, ils leur suspendent au cou des grelots remplis d'herbes sèches. Dès que la bête est débusquée, l'herbe est enlevée de façon à pouvoir suivre au loin, par le bruit des grelots, les circuits rapides de la meute. Les chiens muets, fonçant à travers les forêts, n'inquiètent pas le reste des animaux qui vivent près du drame sans le soupçonner. Ces chasseurs parias se transmettent depuis les premiers âges du monde des recettes et des rites secrets pour capturer chaque gibier et élever les abeilles. Ils demeurent les représentants purs de leur vieille race, car à la lisière de la grande forêt, il en existe d'à demi métissés qui exercent le métier de potier ou les fonctions magiques de forgeron. Ceux-ci entretenaient naguère des rapports de service avec la cour royale. Peu de destinées semblent aussi fascinantes que celles de ces pauvres êtres, refoulés misérablement dans les dernières forêts vierges du monde, et qu'un effroyable mélange de nobles qualités et d'utiles défauts maintient dans la familiarité des puissants. En les voyant se glisser comme des ombres entre les troncs de la forêt, tourner de médiocres poteries, battre le fer de lances et des houx, on contemple les reliques d'une civilisation qui marqua une étape prodigieuse dans l'histoire du genre humain, le passage par le feu de la pierre au métal. Dans leurs dures conditions, leur grande joie collective demeure les orgies d'éléphants. À quelle époque furent-ils spoliés de leurs terres par les colonisateurs bantous? Il est évidemment impossible à l'histoire de le préciser. Le bantou, c'est l'homme à la houe, le paysan prosaïque, madré et souvent sans pitié, que l'on aperçoit sur les collines, sarclant flegmatiquement ses haricots ou ses patates douces. Il représente 80% de la population, c'est-à-dire une majorité énorme qui lui confère toutes les facilités de gouvernement. Des migrations venues des plaines torrides environnantes les lancèrent à l'assaut des terres fraîches. Leurs vagues déferlant sur le plateau salubre balayèrent les pygmées. Ce fut le combat sans merci de l'arc contre la houe. L'invasion intarissable du paysan haineux envers les chasseurs, impitoyable pour le danseur. Ils adossèrent l'essaim des bataillons myrmidons à la dorsale congonile. Finalement, ils les bouclèrent dans la nuit de la forêt ghetto. Depuis, elle imposa sur la face de ces hommes autrefois libres les affreux stigmates de l'effroi. Comparé aux pygmées, le bantou bénéficie au prestige de la taille, si déterminante au Rwanda, parce que le pygmée étant de petite taille, il le toisait de sa grandeur relative. Le verdict de la nature semblait le déclarer de race supérieure. Ses traits moins lourds, sa musculature frustre, sa marche de terrien enraciné dans la glèbe, un fond d'esprit méfiant et irrémédiablement sournois, l'opposent au danseur, insouciant et prédateur. Son horizon se borne à son champ labouré. D'instinct, il méprise le pygmée mangeur de viande, alors qu'il se nourrit de bananes, et comme l'Indien des Andes, de haricots. Tandis que le pygmoïde vole d'un coin du pays à l'autre, le bantou demeure prosaïquement enraciné sur son lopin. Aussi l'immense vague des envahisseurs, loin d'assurer l'unité politique du pays, le morcela-t-elle à mesure que les houes traçaient l'étroit domaine de chacun. Chaque champ devint une patrie. Les colonialistes bantous fondèrent sur les montagnes de la Lune une civilisation du haricot et de la banane. Colonisation sans politique, essentiellement agraire,
paralysés par la terreur des esprits, mais exigeant de solides vertus familiales. Des organisations de clans bornèrent l'autorité d'une centaine de roitelets à quelques collines. L'insigne de leur pouvoir, le tambourin, n'appartenait qu'à de petits potentats assez puissants pour coiffer quelques clans, souvent 5 ou 6 collines. Plusieurs d'entre eux régnaient encore, aux confins du pays, en 1931. Depuis des millénaires, ils n'avaient rien changé de leur manière de gouverner leur dérisoire domaine. En interrogeant ceux qui entendirent résonner les derniers tambourins, on peut donc connaître l'organisation de ces royaumes d'yvetot, si pétrifiés dans leur tradition, qu'ils traversaient le temps sans pouvoir évoluer. Tout y reposait sur une religion des esprits, sur un culte agraire honorant, à leurs différents stades de croissance, les formes de la vie végétale. Nous assisterons à leur extraordinaire liturgie liant la vie intérieure du peuple à un des cycles de l'éternel retour. L'alliance cosmique qui se trouve décrite dans la Bible au niveau de Noé ne leur était perceptible que sous l'aspect de la plante, manifestée par la naissance des saisons, les récoltes, la pluie et la sécheresse. Leurs prières imploraient la clémence des esprits auteurs des malheurs essentiels, la stérilité, la maladie et la mort. Semblablement, Dumuzi, dieu agraire sumérien, l'Osiris égyptien ou l'Adonis syrien, mouraient chaque année avec leurs moissons et entouraient leur existence de fêtes agraires fixes que le catholicisme conserva longtemps dans le carnaval. Leur monde, ne possédant qu'une seule horloge, n'avançait qu'en suivant le mouvement des graines. Les Bantous rwandais perpétuaient donc cette alliance de l'homme et du végétal, honorée pendant des millénaires aux abords de la Méditerranée. Considérée de l'extérieur, l'existence de cette poussière de principicules trahissait une inaptitude à l'organisation. Les nouveaux potentats se montrèrent absolument incapables non seulement d'unifier la patrie des hauts plateaux qu'ils avaient colonisés, mais même de s'élever à une conception unitaire. Ils n'eurent jamais la nostalgie de la nation. Lorsque surgissaient des différends entre eux, les razzias, les incendies et les massacres paysans se succédaient sans fin. Les vengeances des roitelets vaincus se transmettaient sous forme de vendettas étroites. Au point de vue politique, le champ n'est point moteur, à l'inverse de la prairie. Sur le premier croît une végétation statiquement exploitée, enracinée dans les labours, délimitée par 4 bornes. La prairie, au contraire, nourrit un bétail qui, pour vivre, a besoin de marcher, d'aller respirer d'un point à l'autre de l'horizon. Le slogan de la vieille politique français fut le pré-carré, et non le champ carré, que le sentiment d'un peuple rural n'aurait point compris. L'énorme masse des Bantous se montrait inapte à concevoir une politique dynamique. Ces champs de haricots la morcelaient, la divisaient, l'oppressaient en factions instables. L'homme à la houe bornait sa vue à l'horizon nourricier. Son esprit ne sentait nulle nécessité d'édifier pour sa race une patrie bantoue dans un cadre géographique cependant bien tracé. La force décisive que représentait sa démographie demeura ainsi politiquement stérile. Réduits à un fond de pensée prosaïque, les Bantous du Rwanda vécurent pendant des siècles dans une anarchie tempérée par le pacifisme des travaux de la terre. Le Hamite, l'homme au bâton pastoral, ne gravit que très tard, à la fin du XIIe siècle, la zone interlacustre. Bien qu'en petit nombre, il représenta aussitôt l'élément unificateur du plateau. L'apparition de ces pasteurs, suivie d'un déferlement de bovidés, provoqua une immense révolution. La troisième race apportait une tradition étrangère qui organisa sur ses données politiques et sociales la masse atone des Bantous. Par elle, la civilisation taurine fut confrontée à celle du haricot. Le sort ménagé aux immigrants un singulier retour dont la résonance, aujourd'hui encore, demeure immense. De même que les Bantous méprisaient les pygmées pour leur petite taille, ainsi les Hamites, dès leur apparition, en imposèrent-ils moralement par leur gigantesque stature et leur allure patricienne. Les paysans furent toisés par une race de géants, devant qui ils s'inclinèrent. La finesse de leurs traits, généralement immobiles et hautains, leurs yeux expressifs, leur prestance magnifique, leur peau aux reflets rouges, tout rendait ces immigrants irréductibles aux Bantous. Les Hamites ne sont ni négroïdes ni européides. L'origine de leur race splendide demeure toujours mystérieuse. Le comte von Gotzen, premier blanc qui en 1894 pénétra au Rwanda, ne cache pas l'impression de noblesse que provoquait le spectacle de ces statues impassibles. Sur les Bantous,
Ils exerçaient une fascination plus grande encore. Le sentiment de majesté qu'inspire cette minorité par sa seule prestance physique joua un rôle déterminant dans l'organisation rwandaise. Chez les paysans, il provoqua le complexe d'infériorité qui les anéantissait et n'a pas encore disparu. Ces éleveurs, conduisant d'immenses troupeaux de ruminants, n'atteignirent le centre de l'Afrique qu'au XIIe siècle. Toutes les chroniques s'accordent sur ce point. Lorsqu'on les appelle Éthiopides, on leur assigne comme point de départ l'Abyssinie, ce qui est une autre certitude. Mais l'Éthiopie, elle-même mosaïque de 20 races, ne fut qu'une ère de triage pour les peuples émigrants du Proche-Orient, vers l'Afrique continentale. Les hiéroglyphes, notamment Kaochou, ceux qui fondèrent la 25e dynastie pharaonienne. Ils colonisèrent ensuite les plateaux d'Abyssinie, où les Grecs les connurent sous le nom de visage brûlé, ou Aéthiops, et les Arabes sous celui de rougeâtre. De fait, la peau des Hamites conserve toujours ses reflets orange. Sur les pâturages abyssins, certains parlaient le guèze, langue vénérable, aujourd'hui presque effacée, et dont les tours seraient à comparer d'urgence avec les vieux poèmes du Rwanda. Mais avant l'Éthiopie, d'où venaient les Hamites? Certains, pour trouver les solutions de ce problème, ont placé schématiquement leur origine au-delà du Proche-Orient, sur les hauts pâturages du Tibet. À moins qu'elle ne soit un jour scientifiquement rejetée, l'hypothèse demeure intéressante pour les analogies qu'elle présente sur la dispersion des races pastorales suivant les voies de l'herbe. Selon elle, ces pasteurs, inconnus en Afrique, seraient descendus des hauts pâturages tibétains, poussant devant eux leurs troupeaux de vaches à longues cornes, en même temps qu'une autre vague venue d'Asie méridionale. Après avoir traversé la Perse, cette dernière se serait orientée vers l'Europe centrale, pour venir mourir aux abords du monde scandinave. De fait, il demeure saisissant de comparer la vieille civilisation islandaise, magnifiée dans les sagas et dans les traditions des Boers du centre de l'île, avec les coutumes de la civilisation hamite rwandaise. Des barrières géographiques puissantes conservèrent dans leur pureté primitive, jusqu'à une date récente, des traditions analogues à celles de la belle île norroise. Dans la poésie, il existe par les thèmes, les images, des similitudes assez saisissantes entre les sagas rwandaises et islandaises. Descendue toujours du Tibet, l'autre vague aurait gagné en transhumance, s'étendant sur des siècles, d'abord la Perse et la Basse-Égypte, puis les pâturages d'Abyssinie, indispensables au bétail. Cette nécessité devait associer la destinée du peuple hamite à l'herbe africaine. L'orientation de ces transhumances vers les prairies disparues du Sahara, le choix des pays où ils s'installèrent plus tard, du Fouta Djallon au Zambèze, furent commandés par la subsistance de leurs troupeaux. Des hauteurs abyssines, leur diaspora se scinda pour former d'une part le riche rameau Peul qui aboutit aujourd'hui au Sénégal, et celui d'autre part qui se fixa dans les zones des Grands Lacs, avec des ramifications extrêmes sur l'Afrique du Sud. Mais quitter les plateaux limpides de l'Éthiopie pour descendre dans les plaines torrides du Sud exposait les troupeaux à deux dangers. D'abord, à mesure que l'on avançait vers la sécheresse absolue, la disparition progressive des herbages et ensuite l'infection par les mouches tsetse, provoquant dans les zones du tropique des hécatombes sur un bétail fragile. Du plateau éthiopien au nid d'aigle rwandais, il y a en ligne droite 1500 kilomètres de pistes qui plongent dans le désert les marigots et la fièvre. Personne ne saura jamais les circonstances dans lesquelles s'accomplit cette transhumance hallucinante dans les terres de malaria, de mirages, de soleil mortel. Aucun poète hamite n'a rapporté cette épopée digne des premiers âges de l'humanité. Des milliers de ruminants marchèrent vers le sud, à la recherche de points d'eau, de savanes buissonneuses, pour arriver amaigris, épuisés dans les basses régions où la tsetse pullule. Parvenus dans cette cuvette mortelle, il fallut ensuite remonter vers les hauts plateaux de la zone interlacustre. Les patriarches, servis par des éclaireurs, des bergers et des coureurs, balisaient la marche des hordes terrassées par le sommeil et meuglant de soif, tandis que les femmes et les enfants suivaient dans la poussière. Si soigneusement calculée qu'ait été cette anabase entre les hautes terres d'Abyssinie et celles du Rwanda, les pertes en bétail durent être effarantes. Ce fut un troupeau diminué et exténué qui apparut un jour de la fin du XIIe siècle, aux abords des Grands Lacs. Bêtes et gens se refirent dans la fraîcheur sur des herbages salutaires, avant de poursuivre leur exploration vers l'Ouganda actuel et le Rwanda. Cette région de pâturage ventilé parlait à leur instinct.
Mais ici le péril ne venait pas d'une nature désertique ou pestilentielle. Ce n'était plus la terre, mais l'homme qu'il devait redouter. À mesure qu'il progressait sur les plateaux, il côtoyait des races étrangères à leur génie, et surtout bien supérieures en nombre. Au Rwanda, les immigrants représentent moins de 10% de la population. Pour administrer les pâturages, ils ne pouvaient employer la violence comme les Bantous l'avaient fait vis-à-vis des Pygmées. Comment cette minorité allait-elle manœuvrer pour assouvir pacifiquement sa faim d'indépendance et de gouvernement? Car il n'était pas question pour des patriarches libres de leurs mouvements de se soumettre à des paysans enfermés dans leur bornage. Le Hamite commença par observer silencieusement, du haut des crêtes où il faisait paître les conditions d'une prise de pouvoir au milieu de l'anarchie des tambourins. Dans l'étroit nid d'aigle, deux types d'hommes irréductibles se trouvaient face à face, le pasteur et l'agriculteur. Malgré son écrasante infériorité numérique, l'immigrant ne doutait pas de la supériorité de la civilisation qu'il apportait. À peine arrivé, il nourrissait un mépris transcendant à l'égard du manant. La conduite de troupeaux, portant sur des dizaines de milliers de têtes, donne aux propriétaires et aux valets le dédain de l'homme dont l'existence est rivée à quelques poignées de farineux. Se déplaçant sur de larges parcours, attentifs à la vie de leurs animaux, soumis au cycle émouvant des vélages, des lactations, à la croissance régulière d'animaux splendides, ils se sentent d'une lignée vivant dans une autre dimension du temps. En aucun cas, ils ne pouvaient revenir à une mentalité dépassée, demeurer au végétal. Le mépris du pasteur pour le cutéreux figure, qu'on s'en souvienne, aux premières lignes de la Bible. Les dons et les sacrifices du frustre Caïn ne plaisaient guère à Dieu. Celui-ci repoussait ses cadeaux de légumes, mais agréait avec joie le bétail de l'aristocratique Abel. L'opposition de deux mentalités remonte à l'origine des temps, du moins à celui dont les gravures rupestres décrivent la pulsion. En ce début du XIIe siècle, elle aurait dû normalement se traduire en massacre, analogue à ceux qui déshonorent plus tard le XXe siècle. La sagesse des Hamites évita cette faute grossière. D'instinct, ils sentirent l'antagonisme entre le champ borné et la transhumance, entre le haricot et la bouverie. Ils saisirent que leur force ne résidait pas dans le nombre des hommes, mais dans l'organisation des troupeaux aux mailles. Entre leurs mains, la vache allait devenir l'instrument d'une machiavélique conquête. Par elle, ils planifièrent leur prise de pouvoir en faisant d'abord la place du troupeau autour des terres arables. Leur flot, sans cesse renouvelé et accru, vint bientôt battre et investir le labour. Le bétail ne toucha strictement qu'à l'herbe, n'empiétant jamais sur le semis. Quant à eux, les pasteurs, ils vivaient de yaourt et de laitage qu'ils consommaient debout. En un premier temps, ils s'effacèrent derrière leurs bêtes à cornes. Dans le paysage, ils ne tenaient aucune place. Leurs visages immobiles, leur silence, les rendaient invisibles. La vache, pivot de leur système politique, n'a rien à voir avec celle qu'a décrite Buffon, ni même avec celle de Monterlin. Le bovidé hamite appartient à une famille originelle que nous ne retrouvons guère en France qu'à Lascaux. Notre vache civilisée se définit comme une usine à beefsteak, ou comme une productrice de quart de beurre. La bête qu'amenaient les immigrants était belle. De nos jours, elle demeure cousine des vaches sveltes, à longues cornes, des civilisations mésopotamiennes. Mais elle a acquis depuis, enrichissant la pureté primitive de sa ligne, un très léger renflement cervico-thoracique qui l'apparente aux zébus de l'Arabie et de l'Inde. C'est elle naguère qui trônait en déesse dans les palais de Babylone et dans ceux des pharaons. Aaron eut l'insolence de faire adorer sa statue d'or au pied du Sinaï, au moment où Dieu proposait à l'humanité une alliance nouvelle. Depuis Homère, ses entrailles et son sang réjouirent les dieux de l'Olympe et de Rome. Elle dévoilait l'avenir aux grands politiques antiques. Des racontars divins en firent parfois une vedette scandaleuse de la passion. Hyménée contre nature de Pasiphaë, amour d'Europe et de Jupiter, mais l'on peut dire qu'en général, elle tint noblement son rang auprès des divinités, même celle de Bethléem. Dès son apparition, sa force et sa beauté provoquèrent chez les Bantous un élan de stupeur que leurs propriétaires exploitèrent impitoyablement. Les Hamites se révélèrent alors d'extraordinaires metteurs en scène du culte nouveau. Ils comprirent qu'il fallait amplifier le sentiment d'étonnement que soulevait l'apparition d'un animal inconnu sur les hauts plateaux, afin de le rendre plus vénérable. Par là, ils enracinaient leur pouvoir dans le sacré. Des poètes, au même titre que des vachers, des intendants ou des vétérinaires, firent partie des armées bovines
et organisèrent machiavéliquement la propagande de l'animal inconnu dans de somptueux poèmes officiels. À chaque événement, le roi des immigrants intronisait dans son palais, comme jadis les monarques de Mésopotamie, un taureau dynastique. Pour les Hamites et bientôt pour les Bantous, l'animal inconnu renfermait dans ses flancs les principes de fécondité et de force. Sa vie se déroulait dans son palais sur un plan mystique bien supérieur au cycle du haricot bantou, parallèlement au règne. Plusieurs grandes familles tinrent à privilège d'entretenir, elles aussi, un taureau symbole personnifiant la vitalité de leur lignée. Poème appris par tous et assimilation dynastique pour les rois et les grands de la terre assurèrent le prestige social de la vache dans les plus humbles huttes. Elle-même, la vache hamite, est vraiment belle et justifie son culte. L'Européen qui apprend à la contempler doit lui-même un jour rendre les armes. Les immigrants tenaient en main un atout majeur et surent magnifiquement s'en servir. L'explication de leur réussite fait le plaisir de l'esprit, tant il met savamment en jeu les ressorts que nous portons en nous. Grande, élégante, svelte, parée de cornes immenses en forme de lyre, le Bantou la voyait marcher en dansant. Comme dans les frises des palais de l'Euphrate, ces immenses formations tranquilles font encore chatoyer aujourd'hui les collines, tant les robes sont variées. Jusqu'en notre siècle, les trois races humaines les acclameront follement dans les manifestations à grand spectacle organisées fastueusement par la dynastie. Nous verrons, durant les revues royales, leur escadron meuglant se tenir sagement immobile avant qu'arrive leur tour de s'ébranler devant un peuple enthousiaste. Lors de ces solennités, elles attendaient sous les regards admiratifs de la multitude massée en armée entière, le front garni de perles, la robe lustrée de beurre frais, les cornes et les sabots poncés au sable fin. La terre tremblait alors sur leur galop de parade. Aux yeux des Bantous et des Pygmées, réconciliés dans un culte parvenu à eux de si loin, elles incarnaient l'élégance jointe à la beauté, et surtout la force vitale. Dans ces calmes monuments de chair et de sang, passait un aspect nouveau du rythme de la vie. L'essaim tumultueux des veaux, des bouvards, des génisses, matérialisé au milieu des herbages tropicaux jusque-là déserts, le cycle de la reproduction et de la mort. Par eux la foule communiait dans un culte mystérieux, qui bientôt glorifiera le dynamisme vital. Il ne s'agissait nullement d'une forme de zoolatrie, car au sens exact, il n'y eut jamais de vache sacrée au Rwanda. Mais en ce canton oublié de la terre, s'amorçait le dialogue entre l'homme bantou et l'animal inconnu. Sa leçon avait déjà formé l'âme des civilisations millénaires allant du Tibet au Sahara. Nous verrons le Rwanda devenir sans heurts l'héritier d'une connaissance du monde comportant un aspect initiatique. Ainsi l'habileté politique des immigrants fut-elle d'organiser d'abord le prestige du taureau. La passion de posséder l'animal inconnu fut instillée aux paysans. En quelques générations de vaches, ce désir leur assura une emprise totale sur les Bantous. La lente et irréversible révolution, qui relégua la réalité végétale et agraire au second plan, ne s'opéra que par une manipulation précise de l'âme paysanne. Les nouveaux venus minoritaires transformèrent les mœurs de la majorité, non par l'appât de gains brutaux ou d'intérêts sordides. En parlant d'abord à des laboureurs de prestige et de beauté, ils les enchaînèrent au service de leurs propres animaux. C'est par ce détour qu'ils parvinrent à les gouverner eux-mêmes. Il faudra longuement revenir sur le mécanisme savant de cette admirable manipulation mentale. Le Pygmée avait eu l'arc, le Bantou la houe, le Hamite transforma en sceptre son bâton pastoral. Si les vaches étaient belles, il faut rappeler encore que leurs propriétaires, eux aussi, étaient beaux, et ne peuvent en être dissociés. Pasteurs et troupeaux formaient une unité indissoluble. Il y eut un temps dans l'histoire humaine où les peuples aimaient à être gouvernés par des chefs doués de beauté. Demeurés attentifs à tous les dons de la vie, ils ne comptaient pas pour rien le plus gratuit de tous. La perfection physique leur semblait un signe divin. Aussi, lorsque l'autorité politique coïncidait avec la beauté princière, leurs poètes n'avaient point de honte de célébrer cette rencontre comme un bienfait céleste. Au pays des 1000 collines, la majesté de l'homme et de la bête joua un rôle déterminant dans l'implantation de la civilisation. Tout était dans l'ordre. Les nouveaux venus toisaient merveilleusement les Bantous, comme eux-mêmes avaient naguère toisé les infortunés Pygmées. Les patriarches avançaient majestueusement,
invisibles derrière la ligne de leur pâturage, appuyés sur de hauts bâtons pastoraux. Leurs traits, étrangers à l'Afrique, leur peau aux célèbres moirures rouges, et surtout leur prestance seigneuriale, les rendaient inassimilables. Venus du Nord, pays inimaginable aux Bantous, ils demeuraient silencieux, courtois, réservés. Mais leur visage n'était qu'un masque. À travers lui, leurs yeux brillants observaient les hommes à la houe, et derrière eux, les petits roitelets qui morcelaient le plateau édénique. Ils pensaient dédaigneusement que ces principicules gouvernaient le nid d'aigle comme des primitifs, et que le temps des tambourins était fini. hamwe kwa ntibagira abagenzi zatumye zatumbagije zantumye kw'amanga inyana zinka zirashonga ukava mu karamagaga gahanamiye amarari intangaro wano kwezi k'umurango kwakandi kurenge gitarese nyamuru rega iyo nka zidagira abana n'indagira abagabo wa mugabo uhagaze ku byuhiro urambariza ibyuma ku byuhiro ubu abandi buhiye nanjye sinduhira none zanyoye umurumanyi intangara zagenda bariya zagenda kumukongera kamuka mukongera kumukuru n'umukiraro basenga kabasenga bazi yankumbuye basenga kabasenga bazi yankumbuye inyakira buce mu gatondo ukabyuka nk'ubukombe uraguha kubonye mu gatondo ku mugoroba baragutasha hariya zagenda hariya mu bigera byaremera bigera byaremera bigera umwaka ngo bikarema akavumu karamadaga gahanamiye amarari intangaro ngo migire yo guyange kubambura sani nkonge umwaka w'ibihu uratashe nayo uwundi watangaye ma hariya umwiteramwego y'agatwara umwiteramwego y'agatwara iyo zanishwe nziza zikagirwa n'inzamba nziza wano gicuwe gica mu zuba nayo inyana iri gaca amanyonga ku maboni uraguha kubonye mu gatondo ku mugoroba baragutasha wano gicuwe gicuwe wagacuwe gaca mu zuba nayo inyana iri gica amanyonga ku maboni bambure gitara umutetsi wa mbere twigendagenderema zibigera biraho byarukirika bigera umwaka ngo bikarema
inka n'abantu iriya yasemuyonga yohozeho mbega nyakuramba yagiye kunkunda amabere yayo yakuze nk'ibisomasoma n'aya mahembe yayakura nk'imireme Mwana biboko we biboko biringingo bihamiriza mu kugenda Biriwe ntababarira urwara we nayo urwamo rw'ingarura yaga nabahaye mwiriwe jewe mwiriwe cane mwiriwe